l'humanité, une ou multiple? Peut-on penser en même temps la diversité des cultures et l'unité de l'humanité? Comment définir, sans employer des mots vides de sens, humanité en général? Une proposition traditionnelle nous invite à penser l'homme comme animal raisonnable et à voir dans la raison l'élément universel fédérateur, transcendant la particularité des appartenances. Mais qu'est-ce au juste que la raison, et comment se manifeste-t-elle au sein même des associations et des cultures particulières? La tendance à la sociabilité ou la tendance à instaurer des rapports de réciprocité avec des êtres raisonnables et libres, en tant que tels, comprend en elle les deux tendances suivantes, la tendance à la communication, c'est-à-dire la tendance à cultiver chacun dans le domaine où nous-mêmes avons été cultivés le plus, la tendance à rendre chacun des autres semblable à nous-mêmes, au meilleur de nous-mêmes, autant que possible, et, en second lieu, la tendance à recevoir, c'est-à-dire la tendance à se laisser cultiver par chacun dans le domaine où il est le plus cultivé et où nous le sommes le moins. C'est ainsi que la faute commise par la nature est compensée par la raison et la liberté, cette culture partielle que la nature a donnée à l'individu devient la propriété de l'espèce entière, et l'espèce entière donne en retour sa culture à l'individu. Si nous supposons que tous les individus possibles dans des conditions naturelles déterminées existent, l'espèce donne à l'individu toute la culture possible dans ces conditions. La nature ne donne à chacun qu'une culture unilatérale, mais elle cultivait cependant chacun dans tous les points sur lesquels elle se trouvait en contact avec des êtres raisonnables. La raison unit ces points, offre à la nature un côté concentré et un côté dispersé, et la contraint à cultiver du moins l'espèce dans toutes ses dispositions particulières, puisqu'elle ne voulait pas cultiver ainsi l'individu. C'est la raison qui, par le moyen de ces tendances, a déjà eu soin même de la répartition égale de la culture entre les membres particuliers de la société, et c'est elle qui en aura soin ultérieurement, car le domaine de la nature ne va pas jusque-là. Elle aura soin que chaque individu reçoive immédiatement des mains de la société toute la culture en entier qu'il n'a pu gagner immédiatement de la nature. La société accumulera les avantages des particuliers, comme un bien commun, pour le libre usage de tous et les multipliera ainsi au profit des individus. Elle prendra en une charge commune ce qui manque aux particuliers et le divisera ainsi en une somme de parcelles infiniment petites. Ou, comme je l'exprime dans une autre formule plus commode, pour être appliquée à plusieurs objets, le but de toute culture de l'habileté est de soumettre la nature à la raison, expression dont j'ai déjà déterminé le sens plus haut, d'accorder l'expérience avec les concepts pratiques et nécessaires que nous avons, pour autant qu'elle n'est pas dépendante des lois de notre faculté de représentation. Ainsi donc la raison est dans une lutte perpétuelle avec la nature, ce combat ne peut jamais finir, s'il est vrai que nous ne devons pas devenir des dieux, mais l'influence de la nature doit et peut devenir de plus en plus faible, la domination de la raison de plus en plus puissante, cette dernière doit remporter sur l'autre victoire sur victoire. C'est la nature qui fait que les enfants sont aimés des parents. C'est le point initial d'où procède la société universelle du genre humain que nous décrivons, la forme et les membres du corps prendre. Ils témoignent par eux-mêmes que c'est la nature qui a eu souci de la procréation, mais il serait contradictoire qu'elle eût voulu la procréation et qu'elle eût négligé de faire des êtres procréés un objet d'affection. Chez les bêtes elles-mêmes, on peut remarquer cette action de la nature, et quand nous songeons au travail d'enfantement et d'éducation des jeunes, c'est la voix même de la nature que nous croyons entendre. Autant il est clair que la nature nous a donné de l'aversion pour la douleur, autant il apparaît que l'impulsion à aimer les êtres engendrés par nous vient de la nature elle-même. De là vient que, en général, les hommes sont confiés par la nature les uns aux autres, par cela même qu'il est homme, un homme ne doit pas être un étranger pour un homme. Il y a des organes corporels qui, par nature, existent pour eux-mêmes, tels les yeux ou les oreilles. D'autres sont des auxiliaires pour les autres, telles les jambes ou les mains. De même il y a des bêtes sauvages, qui n'existent que pour elles-mêmes. Mais la pine, dans sa large coquille, et le pinotère, ce dien de la pine, qui sort de la coquille pour nager, mais qui y rentre pour avertir la pine d'un danger et s'y fait enfermer, agissent l'un pour l'autre. Et il en est ainsi des fourmis, des abeilles, des cigognes. Dans chacune de ces espèces, il est des actes qui sont faits pour les autres. Mais le lien entre hommes est bien plus étroit, et la nature nous dispose à former des réunions, des assemblées, des cités. Le monde est, selon eux, gouverné par la volonté des dieux. Il est comme la ville ou cité universelle des hommes et des dieux, chacun de nous est une partie de ce monde. C'est par conséquent la nature qui fait que nous plaçons l'intérêt général avant le nôtre,
De même que les lois font passer le salut de tous avant celui des individus, de même l'honnête homme, le sage, obéissant aux lois et connaissant son devoir de citoyen, est attentif à l'intérêt général plus qu'à celui de tel individu ou au sien propre. Le traître à sa patrie n'est pas plus blâmable que celui qui sacrifie l'intérêt ou le salut communs à son propre salut et à son propre intérêt. Il en résulte qu'il faut louer celui qui va au-devant de la mort pour la République, puisqu'il convient que notre patrie nous soit plus chère que nous-mêmes. Puisque l'on trouve inhumaines et criminelles les paroles de ceux qui ne répugnent pas, disent-ils, à la pensée de la destruction totale de la terre par le feu après leur mort, c'est la pensée exprimée dans un vers grec connu, c'est qu'il est vrai que même les générations qui naîtront un jour doivent être l'objet de nos soins.